C'est moi qui décide par où tu. Vous avez les cartes, j'ai oublié, vous avez les cartes des formations en fait dans toute la France qui contribuent, qu'on a fait avec l'Éducation nationale. C'est les partenariats que l'on a avec nos 3 entreprises. Et donc les 2 cartes vous montrent les formations niveau 3, 4, 5 et les formations niveau au-dessus. Et tous les centres de formation qu'on va utiliser pour le porte-avions dans les années qui viennent. Voilà. Oui, oui. Très bien. Alors, Lucas. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. Je suis soudeur ici à Naval Group depuis maintenant 2 ans et demi. J'interviens sur tout ce qui est chaufferie, notamment sur le nouveau porte-avions. Comme cursus, j'ai fait un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle en 3 ans à la Joliverie, suivi d'une mention complémentaire technicien soudage en alternance ici à Naval Group Indret. Oui, c'est ça. Et suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec Naval Group. Ce qui me plaît ici, c'est vraiment la technicité du travail, l'immensité et l'importance des projets sur lesquels on travaille. Et comment vous êtes venu à ce métier industriel? Vous venez d'une famille Oui, qui est dans l'industrie déjà? c'est ça. J'ai un proche qui est dans l'industrie. Et donc, dès en 3e, je me suis intéressé au métier qu'il pratiquait. J'ai fait à Airbus. Voilà. Bonjour monsieur, Arthur Pissier donc. J'ai terminé ma formation d'ingénieur à l'ENSTA Bretagne en 2022 et je suis aujourd'hui architecte naval sur le porte-avions pour les chantiers de l'Atlantique. Et au quotidien, mon travail consiste à coordonner les études techniques liées aux performances du bateau, donc la stabilité, la vitesse, le devis de masse aussi. Et de faire le lien sur ces sujets-là avec les architectes de nos partenaires et ceux de la DGA. Comment dans le chantier? J'ai candidaté sur une offre sur Internet comme tout le monde et j'ai eu la chance d'être embauché. J'ai commencé par travailler dans une autre entreprise d'abord et ensuite en voulant me rapprocher de Saint-Nazaire et de la région nantaise, je suis arrivé à travailler au chantier de l'Atlantique. Donc embauché jeune. Oui. À quel âge vous êtes Tout à rentré fait. dans les chantiers? 25 ans. Bonjour Monsieur le Président, donc Yasmina Rarad, moi je travaille en tant qu'ingénieur à Technicatom. Je travaille à la conception du cœur du réacteur du porte-avions nouvelle génération depuis le début du programme. Moi ce qui me plaît c'est les échanges techniques, c'est un sujet très complexe et on parle de compétences là et donc c'est par ces échanges là que j'ai vraiment progressé, appris plein de choses sur la conception d'un cœur de propulsion navale, sur l'amélioration des performances d'une chaufferie nucléaire embarquée. C'est grâce à ce programme et grâce aux gens avec qui je travaille au quotidien. Donc voilà, j'y mets tout mon cœur. Et vous êtes rentré quand, vous? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans et depuis 2019 sur le programme PNG. Et juste après vos études ou... Quasiment, oui. Et vous êtes basé où, vous, là, aujourd'hui? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Oui. Cœur de Technicatom, voilà. Ah ouais. Quelques exemples des compétences. Et là, vous allez, avec ce programme, dans les années à venir, recruter à peu près combien? Alors, ce qu'on dit, le programme va donc au sommet occuper 14 000 personnes. Après, ces 14 000 personnes qui seront employées, les recrutements, toutes nos entreprises sont en croissance d'effectifs, que ce soit Chantier de l'Atlantique, Technicatom et Naval Group, voilà, pour être capable de tenir ce niveau de performance. Il faut voir que dans notre domaine, nous avons la simultanéité de porte-avions nucléaires nouvelle génération et du sous-marin nucléaire nouvelle génération. Donc, nous sommes des entreprises. D'ailleurs, si je peux me permettre, Monsieur le Président, le secteur naval lui-même est un secteur en croissance nette d'emploi. Fait partie des... avec Le naval et le nucléaire sont tous les deux en croissance. Absolument. Voilà. Donc, quand on combine les deux... Et avec normalement de la charge de travail pour votre génération. Voilà. Alors, vous avez raison, Monsieur le Président, de rappeler le côté générationnel. Et en fait, la continuité des programmes et un programme comme celui-là est un programme qui engage une génération, mais qui permet à la génération précédente, celle qui a fait le Charles de Gaulle, finalement de former la nouvelle. Et donc eux partiront avec l'expérience de leurs anciens, fabriqueront ce porte-avions et les sous-marins nucléaires, et puis un jour peut-être transmettront à la génération suivante. On est sur des programmes générationnels, on dit souvent que c'est des programmes qui nous dépassent, qui nous dépassent dans l'ambition qu'ils ont, dans la complexité technologique et puis dans leur durée. Ceux qui étaient sur le Charles de Gaulle ont à peu près quel âge en moyenne dans les programmes qui sont terminés chez vous? Alors, ceux qui ont fait la conception K15, la chaufferie du Charles de Gaulle, aujourd'hui il n'y en a presque plus. C'est pour ça que les personnes comme Yasmina qui sont arrivées il y a 10 ans ont beaucoup profité
Parce qu'ils étaient encore là. Absolument. Elle a connu la fin de cette génération, mais ils sont vraiment les derniers en train de partir. Ceux qui ont contribué à la production ou à la finalisation. Et au maintien en Oui, parce que c'est une noria. Voilà. La conception du réacteur du Charles de Gaulle, c'est les années 80 en fait. Donc ils ont largement pris leur retraite. Voilà. Bon courage à vous. Hein. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Merci du cœur. C'est pas facile. Pardon. Porte-avions d'été, les compétences, et porte-avions de combat. Et porte-avions de combat, voilà, capitaine de vaisseau Martino. Madame la ministre. Bien, Monsieur le Président, résultat de nombreuses études approfondies, techniques et opérationnelles. C'est le porte-avions nouvelle génération qui sera réellement une plateforme de supériorité aéromaritime conçue pour projeter la puissance aérienne et navale depuis la haute mer, en complément de l'aviation basée à terre, bien sûr. C'est un optimum d'architecture qui porte des ruptures, des innovations, dans 3 grands domaines. Domaine de l'architecture navale, le navire en lui-même, nous allons voir avec la maquette. L'aviation embarquée, ce sont ses effecteurs, notamment dronisés, que le PNG rend capable, la dronisation de ce groupe embarqué. Et puis le volet numérique, et l'architecture numérique qui sera vraiment révolutionnaire du porte-avions nouvelle génération. Donc sur le navire en lui-même, 2 fois plus grand. Voilà, Presque 2 fois. tonnage presque 2 fois qui donne évidemment plus grande stabilité, notamment dans les météos adverses, dans les houles océaniques, pour opérer gérer des conditions météo sévères. Mais c'est surtout l'architecture du pont de vol qui a été complètement repensée, dans une logique vraiment de flux, d'optimisation de l'activité aérienne, continue, flexible. Catapultage et appontage simultanés sont possibles avec le PNG, ce qui n'est pas le cas avec le Charles de Gaulle. Ah oui, d'accord, vous avez 2 poussins. Voilà, donc la piste oblique qui est ici, qui est dissociée de la catapulte avant latérale. Le catapultage ne peut se faire que par là. Sur les Mais 3 on peut faire catapultes. de l'appontage là et là. Alors en fait, il y a plusieurs phases. Vous avez la phase, comme c'est inscrit sur cette image-là, on imagine le départ du flot d'un début de raid. Et ensuite, en opération, une fois que le pont est un peu vidé, on a une capacité à régénérer en continu l'activité aérienne par la catapulte ici à l'avant-tribord qui est dissociée de la piste oblique, qui permet de moduler, d'avoir une activité continue sans rupture de charge, on va dire, de rupture de production dans l'activité aérienne. Ça, c'est le premier élément sur l'architecture du pont d'envol. Et du coup, l'îlot est à l'arrière pour faciliter cette circulation. Ce qu'on voit un peu moins, c'est aussi la circulation avec les entrailles du navire, c'est-à-dire les flux de munitions, la maintenance, qui permet au tempo des activités aériennes de s'entretenir, de s'adapter à la demande des opérations qui sont extrêmement variables, aujourd'hui exigeantes. Voilà. La flexibilité et le large éventail d'aéronefs que le PNG permet de mettre en œuvre, très large, des avions très légers, des drones de quelques tonnes, jusqu'à des avions beaucoup plus lourds comme le Hawkeye ou des futurs avions de combat lourdement armés. Ça aussi, c'est une des grandes ruptures apportées par le PNG. Ce qui permet d'entrevoir la dronisation de l'aviation embarquée, une plus grande variabilité d'aéronefs mis en œuvre depuis le porte-avions vers un combat plus dronisé. La propulsion nucléaire, bien sûr, puisque c'est cette propulsion qui lui donne sa parfaite adaptabilité, sa capacité à se repositionner rapidement, opérer des bascules tactiques et stratégiques avec un en cas de système de besoin. commande qui est totalement intégré, piloté par le... Avec un système de commande qui sera rénové par Technicatom pour les chaufferies. Et pour ce qui s'agit sur les systèmes de contrôle de combat. Et sur le système de combat, évidemment, un système de combat totalement nouveau qui approche aujourd'hui un nouveau paradigme. Il s'agit aujourd'hui de systèmes data-centrés, conçus autour de l'exploitation, de l'optimisation de l'exploitation des données produites à bord d'un tel navire, qui
qui sont évidemment colossales, données opérationnelles, les senseurs, les effecteurs, mais aussi les données d'exploitation, la maintenance des aéronefs, l'exploitation de l'ensemble des installations du navire produiront énormément de données. Et aujourd'hui, tous les systèmes d'information, tous les systèmes exploités à bord sont pensés sous ce mode data-centrique qui permet de tirer un maximum d'effets de tous ces systèmes, décider plus vite, décider finalement mieux, plus vite que l'adversaire. C'est vraiment ça l'enjeu de cette révolution numérique. Ça navigue par tout temps, ça? Et grâce à sa carène, plus stable, probablement une des meilleures carènes qu'on aura jamais construit en France en termes de capacité à aller très vite. Forcément, un porte-avions, c'est un bateau qui doit aller vite, qui doit être stable, notamment dans les mers formées, en océan Indien, océan Atlantique. Et puis, capacité quand même à évoluer. Ça reste une carène très manœuvrante. Ce n'est pas un grand paquebot qui va rester stable au cap en permanence. Au contraire, il devra être capable d'évoluer et d'opérer son aviation embarquée en même temps. Je n'ai pas dit un mot important, l'appontage automatique, c'est une condition aussi sine qua non de la dronisation, mais c'est aussi une des améliorations apportées par le PNG, appontage automatique des Rafales, mais aussi des autres aéronefs qui viendront dans la génération suivante. Vous avez ici une carte de ce qu'on peut imaginer quand on parle de groupe aérien embarqué hybride. À quoi servent les drones en complément de l'aviation embarquée? Des drones, premièrement, ce sont des aéronefs qui souvent ont une plus grande permanence, permettent de gagner en permanence de surveillance pour ne pas être surpris par la menace en particulier et voir plus loin. Gagner de la longe, protéger à courte distance le porte-avions, puisqu'il saura mettre en œuvre des drones de tout type, du micro-drone jusqu'au drone de combat. Pénétrer les défenses ennemies en combinant les effets avec une aviation embarquée qui, elle, porte plus naturellement le feu, les grosses munitions, en collaboration avec ces drones. Et donc, à la fin, vous avez cette cartographie qui permet d'illustrer ce qu'on appelle le combat collaboratif à l'échelle d'une force navale. C'est réellement une force très connectée qui permet de projeter à plus de 2000 km la puissance aérienne face aux nouvelles menaces. Tout ça a été dimensionné sur des scénarios de haute intensité, de référence, qui ont permis de, en quelque sorte, stresser le système et s'assurer que nos choix étaient les bons, notamment sur l'autodéfense du porte-avions, sur ses fonctions offensives. Tout ça pour, à la fin, aboutir à une vraie plateforme de supériorité qui fournit au président de la République des options militaires, politiques, qui permettent de structurer notre position au sein de nos alliances. Parce que n'oublions pas qu'à bord, il y a aussi un échelon de commandement, un état-major embarqué, et on va passer la parole. Je vais passer la parole à l'amiral Slars. Elle est interopérable totalement avec ce qu'on fait sur les générations 5 et 6 en avion de combat. Oui, elle intègre les données de la trame aviation de combat qui vous a été présentée récemment, qui sont bien sûr le premier effecteur du porte-avions de Belgique. Nous avons ici en ligne le contre-amiral Thibaut de Possès qui commande le groupe aéronaval actuellement déployé en opération. Bonjour Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on vous voit. Ah, parfait. Je suis très heureux de m'adresser à vous. On vous entend, on vous voit, tout le monde est là. Heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien et que la mission se passe bien. Eh bien, effectivement, la mission se passe bien. Nous continuons ce déploiement Lafayette qui porte le nom d'un précédent porte-avions, comme vous le savez. Exactement. Et puis, nous sommes déployés dans la Méditerranée orientale où vous nous avez envoyé récemment. Nous avons commencé les opérations, donc nous volons tous les jours dans une posture défensive de nos partenaires et alliés. Nous réalisons en gros 30 vols par jour, principalement dans le bras de mer qui sépare le Liban de Chypre, en protection de Chypre. Nos escorteurs scrutent le ciel, scrutent la mer. Nous coopérons avec toutes les nations riveraines de la Méditerranée orientale en ce moment. Et puis parce que nous sommes dans une zone compliquée, nous sommes membres de l'UE, de l'OTAN, nous avons des façons de commander et des moyens d'action qui sont importants. En fait, nous sommes l'actionnaire majoritaire de la zone et nous essayons de la structurer pour faire en sorte de parler à tout le monde. Très bien. Voilà, si vous permettez, je voudrais souligner 3 points. Premièrement, depuis la Méditerranée orientale, je suis en mesure de réagir rapidement, comme vous l'avez demandé, immédiatement, le cas échéant, si nos intérêts sont directement menacés. Deuxièmement, il me semble intéressant de souligner que nous sommes arrivés dans cette zone après une bascule de théâtre depuis la mer de Norvège
En 6 jours, nous avons fait 6400 nautiques. Et ça, c'est la propulsion nucléaire qui nous a permis de le faire. Si nous n'avions pas la propulsion nucléaire, nous n'aurions pas pu le faire. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue mobilité. Et puis, le troisième point que je voudrais souligner, et c'est un peu la marque de fabrique de ce déploiement, le groupe aéronaval, c'est un agrégateur de force. Pendant la partie que nous avons fait dans l'Atlantique, pendant Orion, nous avons pu coopérer avec 7 nations différentes de l'Atlantique, tous européens. Et puis, cette capacité d'agréger des forces, en fait, permet à chacun des alliés de calibrer son effort sur ce qu'il souhaite faire. Et donc, il peut très bien se contenter de faire de la logistique autour du porte-avions, il peut se contenter de faire de l'escorte du porte-avions, ou il peut choisir de faire quelque chose de plus engageant. Et donc, cette souplesse que nous permet ce porte-avions et ce groupe aéronaval est, à mon avis, très intéressant pour permettre à nos alliés de contribuer à l'effort global. Un mot sur le futur du combat naval, si vous le permettez, Monsieur le Président. D'abord, le combat naval, demain, sera numérique. Il sera évidemment data-centré, et nous y travaillons déjà. Nous avons régulièrement à bord des réservistes, des entreprises qui vous entourent, de Naval Group, de Thales, de Technicatome, qui sont des data scientists et des ingénieurs data qui nous aident à collecter toutes les données et ensuite faire tourner des intelligences artificielles à bord pour pouvoir aller plus vite. Ensuite, le combat naval de demain, comme on vient de vous l'expliquer, il sera principalement tourné vers le retour du combat naval en mer. Ce que l'on observe, c'est que des pays qui sont puissants se sont construits des marines océaniques et ils vont vouloir nous disputer la supériorité aéromaritime, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'espace aéromaritime à notre profit, ce que l'on a fait depuis plusieurs décennies, et ils vont chercher à nous le disputer. Et donc, évidemment, il y aura de la friction en mer, et ce sera le retour du combat naval. Et puis, donc on s'y prépare. En particulier, on y prépare les doctrines, les équipages, et puis le matériel. Et en particulier, le GAN, pendant Orion 26, est véritablement préparé à ça, et on va continuer dans les années qui viennent. Demain, il faudra avoir l'ascendant dans le combat naval, c'est-à-dire boucler la kill chain plus rapidement que l'adversaire. Il faut décider plus vite, agir plus vite, bousculer l'adversaire. Il faut être en mesure de générer de l'incertitude alors même que l'environnement sera de plus en plus transparent grâce aux satellites, grâce à la maîtrise du spectre électromagnétique. Et donc, il faudra générer cette incertitude pour provoquer la surprise et être foudroyant. Le combat naval, ce sera ça demain, et on se prépare aujourd'hui, dès aujourd'hui avec le Charles de Gaulle, à faire cela. Nous essayons donc de nous intégrer et de faire du groupe aéronaval et singulièrement du Charles de Gaulle un nœud qui permet d'intégrer un maximum de données pour être mieux informés sur des échelles qui sont celles d'un océan ou même des échelles interocéaniques. Par exemple, depuis la Méditerranée orientale, aujourd'hui, je peux savoir exactement quand les missiles sont tirés depuis l'Iran, je peux calculer où ils vont tomber, et puis en même temps, je suis capable de voir ce que voit un bateau allié qui serait dans la mer de Norvège ou en Atlantique, dès lors qu'il est connecté au même réseau que moi. Et puis je peux frapper grâce au Rafale à une distance de 2000 km, et c'est véritablement une échelle, par exemple une échelle de l'Europe, qui est l'échelle d'action du groupe aéronaval. Donc, quand on était dans la mer de Norvège, on pouvait agir de Helsinki jusqu'à Reykjavik, par exemple, et de Tromsø jusqu'à la Sud. Donc c'est très intéressant. Deuxième point, le combat naval de demain, ce n'est pas qu'une affaire de vitesse, c'est aussi une affaire d'endurance. Il faudra toujours avoir une capacité d'action latente, persistante depuis la mer. Nous avons le souci de durer autant que nécessaire à la mer, comme aujourd'hui en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient, pour permettre à la diplomatie de se déployer. Et c'est aussi ce que nous faisons ici en ce moment. Et puis je voudrais terminer par quelque chose qui est très important.
l'océan, ce n'est pas un espace que l'on peut occuper, ça demanderait trop d'efforts, trop de moyens. C'est en